Chers amis du Cercle Aristote, bonjour et chers auditeurs d'Omerta. Que ce Face à Pire sera accessible sur nos deux communautés, donc je vous remercie toujours de nous suivre. Et aujourd'hui, il est déjà passé chez nous, je vous ai souvent dit combien je l'aimais bien, et là je l'ai pour pouvoir le mettre sur le grill, le camarade Nicolas Mirkovic. Alors évidemment, vous connaissez ses écrits sur l'Ukraine, tout sera rappelé en description. Et là, il revient à la maison. Parce que tu avais commencé avec un ouvrage qui avait tapé très très fort sur l'Ukraine, ensuite sur la multipolarité, et là tu reviens à la maison. Hein, juste avant de commencer cet entretien, je vous rappelle à tous, que ce soit sur Omerta, que ce soit sur le Cercle Aristote, de vous abonner, car on ne sait jamais, une invisibilisation, ça s'attrape relativement vite. Donc, tu nous es revenu avec cet ouvrage, Édition des Sirtes, aux tendres années, parce que les éditions des Sirtes, la jeune génération les connaît moins, grande maison d'édition de diffusion de la culture slave, et dans lequel il y a eu Delval, etc. Il y a eu toute une partie de l'intelligentsia d'opposition qui a trouvé et asile à toute une époque. Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront. Ça fait au moins plaisir de lire ça, parce que, comment dire, on déprime un peu à Paris. On déprime un petit peu. Et ça, c'est un peu un ouvrage anti-déprime. Donc ça, je suis assez content. Donc évidemment, vous aurez le lien en description pour pouvoir le trouver d'autant plus vite. Mais euh, on aurait tendance à croire que quand tu as énormément travaillé sur le front ukrainien, tu as énormément travaillé sur la multipolarité. Donc si tu veux, d'un côté, l'État de la France doit donner le vertige quand on a travaillé sur des trucs comme ça. Et comment tu résistes à ce vertige où tout le monde veut se barrer, tout le monde pense que c'est foutu, enfin, si tu veux, les Français cotisent à Prozac. Je pense qu'il faut, forger une âme de résistance et ça se décrète pas, soit il faut avoir vu moi j'ai traversé plusieurs scènes de guerre, que ce soit en ex-Yougoslavie, au Kosovo, au Donbass. J'ai fait beaucoup d'analyses géopolitiques sur ces zones de guerre pour essayer de comprendre comment est-ce que des hommes en arrivent à se battre. Et je rappelle quand même que moi je suis né yougoslave, que mon pays ce pays-là en tout cas a été, a détruit, par la guerre. Et donc du coup, j'essaie de comprendre les mécanismes qui amènent les hommes depuis la nuit des temps, hein, c'est pas Mmh, nouveau, bien sûr. à faire la guerre. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est très clairement dans un monde, dans une période de bascule où, les plaques tectoniques et géopolitiques sont en train de bouger. J'ai vu ce qui s'est passé à l'étranger, j'ai analysé aussi des pays dont on ne parlait pas il y a 30 ans, qui auraient cru que la Russie deviendrait ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et qui aurait cru que la Chine, il y a 30 ans, allait devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. L'Inde, mais je cite aussi dans mon livre des pays comme les Émirats arabes unis, comme Singapour, comme El Salvador. Il y a dans ce monde des pays qui tirent leur marron du feu, qui ont vu cette période arriver et qui se sont préparés et qui sont pas dans cette chute. Et moi, ça me fait d'autant plus mal que je suis français par ma mère, normand même, que j'aime la France, que j'ai décidé de faire mon Ça a été une des maisons d'édition avec L'Âge d'Homme, avec François-Xavier Guibert, d'Asile, de l'intelligentsia d'opposition, avec des éditeurs courageux. Aujourd'hui, il y a surtout les éditions de l'Artilleur, mais également Max Milo, plus des petites maisons dont la mienne, mais aujourd'hui, le Navire Amiral, c'est les éditions de l'Artilleur. Et tu vois, faut pas oublier que, par exemple, une maison d'édition comme celle-là, qui est une maison d'édition de diffusion de la culture slave à la mmh, base, a toujours été, nous a toujours été fidèle. Il faut avoir cette mémoire-là. Et ça, si tu veux, ça fait d'autant plus de bien que, tu vois, tu sais, quand, dans le temps, il y avait un truc qui s'appelait Docteur Jekyll, tu vois, quand un avion s'écrase dans le monde, c'est sur mes pompes. Et les Français sont comme ça, tu vois, heu, faut se barrer, tout est foutu. Alors ils se barrent, et puis quand ils voient, l'état de certains pays étrangers, ils reviennent. Mais tu vois, si tu veux, tu as une tristesse française, tu vois? Et l'avantage de cet ouvrage-là, outre sa charpente sur laquelle on va revenir, c'est que c'est un anti-déprime, et ça, c'est pas mal. Donc la question, mais alors que
Tu quand même t'as plus que bourlingué, tu vois? Tu as travaillé sur des zones, compliquées, tu vois? Le Balkan, Ukraine, enfin, c'est pas des pique-niques et heu vu de ces terrains-là, l'état de la France, ça doit être vertigineux donc tu as résisté à la déprime comment, toi? Alors, bon, il y a plusieurs raisons. J'ai donc en effet passé plus de 30 ans de ma vie à essayer d'analyser les dynamiques, de conflits, de renaissance, des de relations entre les peuples, hein. Moi, je suis, d'origine yougoslave par mon père. J'ai quand même mon pays qui a disparu de la carte dans les années 90 par des pressions extérieures. Je pense que c'était une très grande erreur. Je vois la trahison de l'Europe, qui a permis ça. Je vois très bien les avantages des Américains qui en ont profité pour étendre l'OTAN, pour donner un signal, au monde entier et j'ai analysé comment est-ce que des peuples qui étaient frères, comment est-ce que des pays qui se développaient tout d'un coup du jour au lendemain peuvent s'écrouler. Je l'ai vu, également après, pas mal de missions humanitaires que j'ai menées au Kosovo également et j'ai gratté pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était permanent de l'histoire d'un peuple et qu'est-ce qui fait que des peuples vont résister, que des peuples vont chuter, puis que des peuples vont renaître. Ça a toujours été un peu un fil rouge dans mes analyses et qu'est-ce qui gagne à la fin? Qu'est-ce qui emporte? Moi, ce qui m'a je pense, bon, moi, je suis chrétien, j'ai la foi, donc du coup, je sais que ce que je sème ici-bas, j'espère le récolter modestement là-haut. Ça, c'est ce qui me fait tenir, ça, c'est sûr et certain. Mais il y a quand même des mécanismes qui concernent tous les hommes, quelle que soit leur foi, qu'ils soient croyants ou pas, qui font qu'il y a des peuples qui résistent ou pas. Et j'ai vu ça, également, dans le conflit du Donbass. Qu'est-ce qui fait que des peuples, qui, choisissent un camp ou un autre à un moment? Il y a plusieurs choses. Je pense que d'abord, Simone Veil nous le dit dans l'Enracinement. Mmh. Les racines, c'est fondamental. Et moi, aujourd'hui, ce que je dis, ce qui est fondamental, c'est mon message aux Français, parce que j'ai analysé ces conflits, ces dynamiques de géopolitique, de puissance, de finances, de ressources naturelles. À la fin, ce qui permet au peuple de résister, c'est vraiment la culture. Qu'est-ce qu'on garde à la fin de la journée? Quand on n'a plus rien, vous savez, la culture, c'est ce qui reste quand on n'a plus rien. Eh bien, ceux qui gardent cette culture, ceux qui ont des racines, ce sont eux qui résistent, hein. Je prends cet exemple du peuple serbe qui a subi jusqu'à 5 siècles d'occupation ottomane Tout à fait, hein. et qui finissent par gagner. 5 siècles, c'est long. Alors quand des Français disent aujourd'hui: «Oh, c'est horrible, tout est fichu». Je dis: «Mais vous ne connaissez rien de ce que veut dire fichu». Je pense que la descente va continuer. Pour autant, tout doux, calme, prenez du recul. On ne peut pas avoir vécu comme des cigales pendant des générations et se réveiller fourmi du jour au lendemain, appuyer sur un bouton et avoir la solution, qui fonctionne, et qui heureuse la France et les Français au niveau qu'ils connaissaient jadis. Ce que disait, Jacob Grimm, un des frères Grimm, quand il a regardé les Serbes occupés par les Ottomans, il disait que parce que les Serbes ont toujours gagné, ils ont gardé leur foi orthodoxe, donc Mmh. tout en étant dhimmi et c'est un peuple qui chante, un peuple joyeux et il disait d'un peuple qui chante et qui agit de la sorte, on ne peut pas dire qu'il soit tout à fait esclave et Ernst Tonellat, qui était académicien français, disait la même chose. Il dit: «Regardez les Serbes, ils entretiennent la mémoire de leurs héros». C'est-à-dire que même sous l'occupation, tout en payant le devshirme, le Karac, différentes taxes terribles, hein. Les Ottomans Ah bah, piochaient chez les Serbes les enfants les plus en forme pour en faire des janissaires. Eh beh, les Serbes continuaient de prier et ils continuaient de se souvenir de leurs héros. N'oublions pas qu'à cette époque-là, les héros des Serbes, ce sont des chevaliers qui sont allés se battre en infériorité numérique contre la grande armée ottomane. Ils ont perdu tout sauf l'honneur. Pendant 5 siècles, jusqu'à 5 siècles, les Serbes vont entretenir ça et à la fin, quand l'Empire ottoman devient l'homme malade de l'Europe, quand l'Empire ottoman est faible, là, les Serbes attaquent. Donc ce que je dis, un des messages que j'apporte aux Français, c'est d'abord, il faut piocher dans ses racines, dans ce qui fait que la France a été grande. Vous savez, Simone Veil, justement, dans l'Enracinement, dit que qu'est-ce que c'est que les racines? Elle dit que c'est un des besoins les plus importants pour l'âme humaine. Et on a une racine comment? Elle dit en participant de manière active, de manière naturelle à une collectivité qui entretient un legs des trésors du passé et des pressentiments d'avenir. Et c'est ça ce qu'on a un peu perdu en France aujourd'hui, cette espèce de glorification du passé, pas de nostalgisme, mais c'est une espèce de glorification et d'entretien de ses racines et l'envie de vivre ensemble. C'est ce que dit Ernst Renan aussi, quoi. C'est on doit avoir envie de vivre ensemble et aujourd'hui les Français ont perdu cela, en grande partie, pas complètement, parce qu'on est dans une société matérialiste, ultra-capitaliste, très individualiste et ça fait beaucoup de «ist» d'abord, mais c'est exactement la société dans laquelle on est et aujourd'hui, ça, ce sont les prodromes de la fin des peuples. Donc s'il y a des peuples comme le peuple serbe qui ont résisté, s'il y a des peuples qui ont su se réveiller, si les Chinois se réveillent aujourd'hui, c'est pas juste parce que le parti communiste chinois a trouvé le plan magique du développement économique de la Chine. C'est qu'ils ont su aussi piocher dans leurs racines, de maintenir cet, esprit, de défense de l'identité, d'avoir une vision claire de qui ils étaient dans le monde, quelles étaient leurs forces, quelles étaient leurs faiblesses et de travailler sur le temps long.
Et ça, c'est un des messages importants aux Français aujourd'hui qui pensent qu'ils vont s'en sortir en choisissant des nouveaux candidats. Ça ne se passera pas comme ça. Il faut régénérer le peuple français pour que les Français se Exact. réapproprient la France. Très juste. Ça va être un travail de temps long, mais cela ne pourra pas se produire si les Français ne piochent pas dans leur culture, dans ce qui a fait leur force et de leur adapter aujourd'hui, hein. Ça, c'est sûr et certain que c'est comme ça que d'autres pays s'en sont sortis et c'est pour ça que j'apporte un ton optimiste. Je dis: «On va s'en sortir, mais il faut se retrousser les manches, il va falloir qu'on bosse, il va falloir qu'on se réapproprie une partie de l'identité de ce qu'a été la grandeur de la France, qui est vaste, hein, Mmh. qui est très importante et que, eh bien, on l'applique» et le dernier point, mais on en parlera certainement tout à l'heure, c'est l'implication dans la société civile. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régénérer un peuple si on ne participe pas dans sa famille, dans sa rue, dans son village, dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, dans sa patrie, si on ne participe pas activement, comme le disait Simone Veil, à, aux corps intermédiaires, aux milieux associatifs, dans la vie de la ville, de la cité, on ne peut pas y arriver si on est des spectateurs, si on est des consommateurs de la politique. Tous les pays que je citais il y a quelques instants ont eu des politiques d'encouragement des personnes de s'inscrire dans une dynamique de développement et de peut-être pas de sursaut. Mobilisation. Voilà. Mmh. Là, justement, on va commencer par, 2 circonscriptions. Pour toi, ça c'est une question vaste, mais les Français, c'est qui? La France, c'est quoi? Et la crise qu'ils vivent, c'est quoi, à tes yeux? Pour moi, je reprends la définition d'Ernest Renan. Pour moi, le français, c'est celui qui a un passé commun dont il est fier donc un passé français évidemment, et ce sont ceux qui ont envie de vivre ensemble. Pour moi, c'est la définition vraiment. Renan dit on a des gloires dans le passé, il y a des moments qu'il faut qu'on oublie, mais on a des gloires de passé qu'on célèbre. Et ça, c'est fondamental. Mmh. Ça, si on ne peut pas être français si on n'accepte pas l'histoire de France, la culture française, l'identité française, mais il faut aussi avoir envie de vivre ensemble. Donc du coup, ça, c'est tout de suite un refus total, de l'individualisme, du monde dans lequel on est aujourd'hui, dans ce matérialisme. Ça, pour moi, ça constitue ce qu'est un Français. C'est pas une question de valeur, c'est une question comment dire? D'incorporation de ce passé, de l'acceptation et de l'incarnation. Je pense que c'est ça ce qui est important aussi, parce que vous avez des Français de papier, on parle des Français de papier, des personnes qui arrivent ici et qui on donne des cartes d'identité, qui parlent à peine la langue, mais vous avez aussi des Français de papier qui sont français de souche, on va dire, Bien sûr. mais qui ne connaissent pas leur culture, qui ne connaissent pas leur langue et qui, pour moi aussi, se sentent aliénés de ce que c'est que le peuple français. Parce que c'est pas juste être né en France, d'être de parents français. Je pense que c'est important, même si c'est évidemment la base. Il faut connaître sa culture, il faut la vivre, il faut connaître sa langue, il faut avoir envie de développer, de s'approprier cette culture qui fait rêver le monde entier, qui fait rêver encore le monde entier, et puis s'impliquer dans cette société. Ce que Ronan dit, c'est l'envie de vivre ensemble. Donc là, on est dans une société qui a fait tout, cette société ultra-capitaliste, capitaliste tout court, qui divise, qui veut le divide et impera. Vous avez une partie de cette population qui profite largement des richesses, du travail, des efforts des uns et des autres, et ils profitent de cela parce qu'à la base, nous sommes divisés sur des couleurs politiques, sur la religion, sur tout un tas de sujets. C'est la guerre des boutons en permanence, quel que soit le secteur, et on ne peut pas vivre, on ne peut pas avoir un peuple si les personnes ne sont pas soudées. Alors cela ne veut certainement pas dire que tout le monde va penser de la même manière. On aura toujours des sujets de différence politique. Les Français ne sont pas forcément d'accord sur tout, bien évidemment, mais ils se reconnaissent comme faisant partie de ce peuple français. Ils assument leur héritage politique, économique, culturel, religieux, et ils travaillent ensemble. Et donc, travailler ensemble, ça veut dire savoir se disputer, savoir défendre ses opinions et savoir faire des concessions. Et tant qu'on ne sera pas arrivé à ce niveau-là, où on sera, moi je suis chez les rouges, moi je suis chez les bleus, moi je suis chez les verts, on ne peut pas y arriver. Et le système, il a intérêt à entretenir ça. Parce que le système aujourd'hui, ce modèle dans lequel on est, qui est un modèle qui est très clairement apatride, de fin, en tout cas en Europe de l'Ouest, hein, de fin de l'État-nation, de fin des peuples, fait tout pour que le peuple français, comme les Allemands, comme n'importe quel peuple européen, s'y dilue dans une espèce de magma mondialiste où à la fin, on va avoir l'État froid et la puissance financière qui vont tout diriger. Et c'est amusant, parce que si on regarde Alexis de Tocqueville et dans son analyse de la démocratie en Amérique, au milieu du 19e siècle, il nous met en garde
contre une nouvelle forme de despotisme que lui décèle déjà dans Tout à fait. la forme démocratique américaine, mais qu'on peut s'appliquer sans problème à la France. Il décrit un despotisme nouveau qui ne sera pas la tyrannie d'antan, mais il voit une société où les hommes n'auront quasiment plus d'autres liens avec leurs voisins, ils n'auront quasiment plus de patrie, et ils auront quelques amis et quelques proches membres de famille. Ils tourneront autour d'eux-mêmes à la recherche de vulgaires plaisirs. Et ce sont les termes d'Alexis de Tocqueville. Il dit que et au-dessus, il y aura un État, un pouvoir qui fera tout pour entretenir la population dans un état d'espèce de jeunesse artificielle. On veut l'occuper, on veut l'animer, pas animer de cesse. Et de temps en temps, il sortira de ses léthargies pour aller choisir un nouveau maître et on le replongera dans cette situation d'entretien. Tocqueville nous prévient de cette situation. Bernanos nous prévient aussi dans la France Totalement, ouais. contre les robots. Il nous explique ce système froid, technocratique, qui devient trop compliqué à comprendre. On arrive dans le monde des spécialistes, des techniciens que Michéa a développé par la suite. On est dans cette situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde des spécialistes, des techniciens qui pensent que le reste de la population n'a pas à se mêler de la politique, qui pensent qu'il faut diviser pour mieux régner parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer plus rapidement, et le peuple s'est dilu. Moi, ce que je dis, c'est qu'avant de reprendre le contrôle de la France, il faut que les Français se régénèrent très clairement, quoi. Donc du coup, au puits de sa culture, au puits de son génie helléno-chrétien dont parle de nouveau Simone Veil, que je cite abondamment dans ce livre. On ne peut pas y arriver si on ne reforme pas un peuple d'abord, et ça veut dire Mmh. s'impliquer dans la vie de la société. Tu passes, sur les renouveaux de plusieurs peuples, y compris d'ailleurs des et ça c'est l'un des points, c'est très bien pensé dans ton livre. Tu prends aussi, et tu vois, tu prends aussi des peuples de ce qu'on appellerait des petites nations. Mmh. Si tu veux, parce que mes petites nations, il faut bien qu'on s'entende sur ce que ça veut dire. Petites nations au sens que les Balkans et que l'Europe de l'Est a donné au sens que Kundera a donné à ce Mmh. terme. C'est-à-dire des nations qui, on les aime d'autant plus qu'elles sont fragiles. Tu cites par exemple le Salvador. Le Salvador, c'est un pays qui a été écrasé sous la botte américaine. Mais écrasé, ils s'en sont même pas rendus compte. Mmh. Ceux qui veulent voir une idée de cette horreur, tu as un très vieux film avec James Wood qui s'appelait Salvador, Mmh. qui est un film atroce, qui est un des premiers films d'Oliver Stone. Je veux dire, les Américains s'en sont même pas rendus compte parce que le Salvador, c'est tout petit et sous la botte de l'Amérique triomphante à l'époque, si tu veux, ils l'ont à peine senti, Oui. tu vois? Mais l'assassinat de Monseigneur Romero et cetera, et quand tu vois aujourd'hui ce qu'est le Salvador, tu cites également les Émirats. Le et ça, c'est très bien parce que tu cites Singapour, on aurait pu faire avec la totalité des États développeurs asiatiques. Moi, c'est l'exemple que je donne à chaque fois. La Corée aujourd'hui, plus puissante que 90 des États européens, elle a 46 millions d'habitants. Oui. Point. Donc si vous voulez, ne prenez pas, et si la taille et la puissance, le Bangladesh aurait dû passer devant les États européens il y a longtemps, Mmh. ça m'a pas l'air d'être dans l'air du temps, tu vois? Mmh. Qu'on aille demander au Nigeria si sa taille est un avantage, Non. j'en suis pas totalement certain. Le déterminisme ne fait pas la puissance. Tu vois, la Chine n'est pas grande à cause de la taille de sa population. Ça a été un géant endormi pendant 2 siècles. C'est ça. Tu vois, c'est la volonté qui l'a amené là où elle est. Donc tout ça, ça transparaît très bien. Là, ce que je voudrais te demander, c'est, pour toi, dans ce que tu as vu de par le monde, parce que c'est ça que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est qu'il est renaissantiste. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de renaissance derrière. Tu vois? Et là, tu as tout à fait raison, ça se décrète pas, ça se sécrète. Mais, là encore, heu, comment on revirilise un peuple? Parce que là, si tu veux, c'est une question de revirilisation. Oui. Alors, qu'on s'entende pour pas que les flics me S tombent dessus trop vite, heu Vire, c'est la verticalité, hein, Oui. donc avant toute chose, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des femmes viriles, tu vois? Et des hommes qui le sont moins. Tu vois Margaret Thatcher, tu vois Macron, bon, tu vois, si tu veux, on voit que la biologie fait pas tout. Donc, mais pour toi, comment déjà, est-ce que c'est possible? Mais surtout, heu, comment on peut reviriliser un peuple? Et est-ce que tu penses que les Français, ou du moins une part suffisante des Français, en est envie? Alors
2 réponses et c'est en effet ce que dit, Saint-Exupéry, je pense dans Pilote de guerre. Il dit: «On peut être l'homme d'une religion, d'une civilisation, d'une patrie, mais on peut dire ce qu'on veut. Ce qui compte, ce sont les actes. C'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vit». Donc ce début de la Renaissance, comme toute Renaissance, elle commence par une étincelle. Cette étincelle est individuelle. Beaucoup de personnes attendent le sursaut collectif. Mmh. Il n'y aura pas de sursaut collectif s'il n'y a pas des milliers d'étincelles autour de la France et cette étincelle, c'est une invitation à chacun. Mais chacun ne doit pas se dire: Est-ce que je suis le héros que la France attend?» Non, on est tous dans une même ligne de rugby, on avance. Mais si chacun ne comprend pas qu'on a un rendez-vous avec notre destinée, avec l'histoire, là, maintenant, et que chacun ne fait pas un sursaut d'effort personnel, chacun selon ses moyens. Tout le monde n'est pas appelé à être un Tom Morel, à être une Jeanne d'Arc, à être un De Gaulle, à être comment on Oh, peut bien dire? sûr, ouais. Un Saint-Louis, ce que vous voulez. Chacun doit, ce que je disais tout à l'heure, s'impliquer dans la société et fournir un effort supplémentaire d'appropriation de la culture française et d'implication dans la vie de la société. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas y arriver. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Chacun à son niveau va s'impliquer, en même temps en tissant des réseaux. C'est-à-dire en faisant l'effort de se mettre en contact avec des personnes qui, elles aussi, croient dans ce sursaut de la France, qui croient dans la Renaissance, qui sont sur la même longueur d'onde, qui veulent défendre la liberté d'expression, qui ont une autre vue de ce monde moderniste qu'on nous impose. Eh bien, si on fait ces différents efforts, il y a beaucoup de belles choses. Moi, je vois en France énormément de belles choses qui se produisent, que ce soit dans les campagnes, que ce soit dans les villes. Il y a un sursaut, on le sent. Les médias dans lesquels on est aujourd'hui, le simple fait qu'on puisse parler aujourd'hui, moi qui suis un peu un vieux de la vieille, il y a 30 ans, ça n'existe pas. Bah, On faisait des fanzines qu'on imprimait, qu'on photocopiait, et cetera, qu'on distribuait à quelques dizaines, centaines d'exemplaires maximum bien pour ceux qui étaient les plus populaires. bien sûr. Là, aujourd'hui, on rassemble grâce aux vidéos des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. On partage des idées, on partage des livres, il y a des conférences. Il faut participer à cela. Et ça va arriver. C'est cette fameuse, ce que je dis, c'est cet exemple de la ligne de rugby. Une ligne de rugby, elle avance, elle avance. On est tous ensemble. On essaie. Et ce qui est important, c'est la ligne. À un moment, la balle, quelqu'un pose la balle, quelqu'un va la récupérer. Qui est ce Jeanne d'Arc et qui est ce André Devigny, qui est ce héros on ne sait pas. Mais quelqu'un va le récupérer et il y aura donc n'attendons pas l'homme ou la femme prodigue. Cette personne sortira du lot et personne ne doit se dire: «Ça serait moi». Tout le monde fait en Non, revanche, on est dans la ligne, le on le avance. le dispositif précède le bonhomme. C'est ça. Tu vois, si tu veux, comment dire? Y compris parce que dans l'histoire de France, on peut dire: «Oui, mais nous, on a toujours le héros de dernière minute», c'est-à-dire le héros quand il y a plus du tout de dispositif. Heu, Jeanne d'Arc, il y a un dispositif. Mmh, Il y a encore une royauté. mmh, De Gaulle, il y a encore l'Empire, il y a encore des soldats ouais, français, je veux dire, heu, il y a des dispositifs restants en France. Enfin, si tu veux, personne, il va pas avoir, ça si tu veux, c'est un imaginaire, très à droite, enfin, c'est un imaginaire droitier que je trouve qui est autocastrateur, mmh, qui est l'homme debout au milieu des ruines. ouais, Tu vois? C'est-à-dire, c'est moi qui vais relever la poussière. Non, 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 si tu veux, et ça, tu vois, en réalité, c'est une adoration de la destruction. C'est-à-dire, parce que tu ne te retrouves là-dedans que quand tout est fini. oui, Or, tout n'est pas fini. C'est non, ça ce que les et d'un côté, tu as des gens, et je l'ai vu encore, je trouve que c'est encore pire dans d'autres pays européens, hein, mais tu vois, c'est comme si les gens attendaient le boulet, c'est comme si les gens attendaient la tempête, tu vois? C'est pas encore assez détruit pour certains, tu vois? ouais, Et 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 je pense qu'on se dispense beaucoup du travail comme ça, mmh, tu vois? c'est clair. Mais mais si tu veux, le problème, c'est que on a et tu fais très bien de le rappeler, heu, les gens se rendent pas compte parce que comme le mouvement national est toujours en mouvement, nos ennemis nous épargnent pas, tu vois? On doit répondre à tout. Oui, Tu vois, tu te rends compte qu'on a fait, je veux dire, tu vois, en 20 ans, on a fait les Balkans, le Moyen-Orient, le Rwanda, le Covid, la crise de 2008. Donc si tu veux, ça s'est accéléré à une telle vitesse qu'on peut même pas répondre à tout, tu vois? Et donc et comme on répond à tout, on raconte pas. On n'a pas le temps pour la mémoire de et donc les gens n'imaginent pas, les gens pensent: «Ah oui, ça avance pas». Mais vous étiez pas là il y a 20 ans, enfin tu te le dis, ah je ouais, te dis, c'était, je vais dire, tu avais 2 ou 3 lieux dans Paris où on allait, tu vois, on allait à la librairie L'Âge d'Homme à la ah tombée de ouais, la nuit et on était content quand on était 25. ah ouais, ah D'ailleurs, à un moment, les gens se rendent pas compte
Non, non, que que les catacombes sont déjà derrière nous. ouais, il y a une dynamique qui est claire que je vois comme toi, parce que du coup, on a vu cette évolution. Ah Ces oui, bien moments où sûr. j'étais vraiment seul à prêcher Ouais, bien contre le sûr. vent, dans le désert, avec un système politique qui était très, très dur contre nous. Et on est encore là aujourd'hui. Et je pense aussi que c'est un appel au courage. C'est-à-dire que cette renaissance ne se fera pas sans effort. Et il faut du courage. C'est fondamental. Il n'y a pas de courage. Je sais, vous savez, c'est quand Solzhenitsyn débarque à 78 à Harvard, ce qu'il reproche aux élites occidentales, c'est le manque de courage. À la fin des années 70, hein, je ne sais pas ce qu'il dirait s'il voyait aujourd'hui. Et Thucydide, lui, disait la liberté se confond avec le bonheur et le courage avec la liberté. C'est-à-dire que qu'est-ce que recherche l'homme? Il recherche le bonheur. Pour avoir du bonheur, il faut être libre. Il y a pas d'autre illustration. Et ce que dit Thucydide, c'est qu'on ne peut pas avoir, c'est une triptyque, liberté, bonheur, courage. La liberté, elle se Très juste. défend. Il faut se battre. Et on ne peut pas juste attendre et attendre surtout cela des autres, se dire je vais voter différemment aux élections. C'est peut-être un début, mais c'est pas ça la liberté. Chercher la liberté, c'est un combat quotidien, comme je le dis, personnel, individuel, d'abord dans sa famille, dans sa rue, dans son quartier. C'est ça, et ça, c'est chaque Français. Je cite à un moment l'exemple de plusieurs résistants français, la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été incroyablement courageux, qui étaient des personnes dont personne soupçonnait la moindre once de courage avant et qui se sont révélés dans les circonstances. Alors, n'attendons pas qu'on soit dans une situation aussi catastrophique, une situation de guerre pour y arriver. Ce courage, on y est invité. Hic et nunc. Maintenant, chacun d'entre nous, si on est vraiment, comment dire, pas sensible, et si on veut ce redressement français, qui est possible parce que la nation française est une des plus vieilles nations du monde. Les racines sont profondes, contrairement à certains des pays que j'évoque, qui ont cette volonté de vivre, qui ont cette joie de vivre, qui ont cette volonté. Eh bien, nous, on a des racines profondes, donc on n'a pas d'excuses. Mais le courage, on va pas attendre le pire moment. On va pas attendre les ruines pour se dire ah ben, peut-être que ce jour-là, il faudra que je me réveille parce qu'il sera peut-être en effet trop tard. Parce Mmh. que penser que des peuples ne disparaissent pas, vous pensez aux Scythes, vous pensez aux Mayas, aux Aztèques, ce que vous voulez, des peuples disparaissent aussi. Bien sûr. Mais un peuple qui est fidèle à ses racines, qui se bat et qui est courageux pour chercher ce bonheur et cette liberté, lui, il va renaître. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut en France. Et tout ce que je vois aujourd'hui se faire, si on reprend juste l'exemple des Gilets jaunes, qui était incroyable. Il y a un peuple en Europe qui s'est réveillé comme les Gilets jaunes spontanément. Des villages, des campagnes, de partout, des Français se sont soulevés, ils ont dit stop. Ce qui a manqué à ce mouvement-là, c'était une architecture, on va dire, politique, une colonne vertébrale, mais le réflexe était impressionnant. Ça a duré un an. Un an de mobilisation spontanée qui a Et dépassé les camps politiques, qui a dépassé les syndicats, qui a pris tout le monde de court. Et c'est en France que c'est né et ça. avec, l'une des plus grandes répressions que l'Europe de l'Ouest ait connue. Bien sûr, Tu vois? et des tirs, On est connu depuis la guerre, tu vois? témoin d'une personne qui était même pas à 1 mètre de moi, qui s'est pris une balle dans l'œil, juste en dessous de l'œil, alors qu'il faisait rien. Alors que la personne faisait rien, c'était juste elle discutait à côté de moi, un de mes fils qui était juste à côté, donc c'était quand même mais ça, c'est français. Mmh. Ça, quand les gens disent: «Ah, il y a pas de» non, ça, c'est français. Il y a quelque chose qui se passe en France au niveau des idées, qui ne se passe pas partout ailleurs en Europe. Ça, c'est sûr, oui. Et c'est en France que ça se passe. Je parlais de la foi tout à l'heure, il y a une espèce de regain de la foi en France vers des mouvements traditionnels, pas des trucs espèces wokistes et cetera, mais et ça, c'est un symbole d'un peuple qui a envie de renaître, qui a envie de renouer avec son passé. Ça, c'est extrêmement important et ça, ce sont des signaux positifs et je pense que le système est en panique quand il voit ça parce qu'il pense avoir tout contrôlé. Il pense qu'il peut, disposer comme il veut les lois pour nous contraindre à penser, mais on s'adapte, on avance et nos idées progressent. Les idées sur un retour de la souveraineté des Français reviennent et on se rend compte aujourd'hui à quel point tout ce qu'on nous a proposé sur l'Europe qui allait nous, assurer la paix, la prospérité, la sécurité, s'écroule. On est en plein dans le délire aujourd'hui et il faut qu'on ait des responsables politiques américains qui nous secouent pour nous Mmh. rappeler que, le monde dans lequel on est aujourd'hui, nous Européens, est un monde, voué à l'échec. Donc si vous voulez, c'est Oui, quand même bien sûr, ouais. le paradoxe quand on sait que l'Union européenne est un projet essentiellement à l'origine américain. La France a un rôle, je pense, particulier à jouer dans le concert des nations. Dans l'Europe, la France est fondamentale et la France a les ressources pour le faire. Après, si on n'a pas le courage, tout le reste est vain. Parce que et ça, c'est la dernière partie de ton livre et c'est là où on va, un peu plus, un peu plus discuter parce que tu poses des bases
disons, intellectuelles, individuelles, qui sont importantes parce que les gens doivent se sentir personnellement responsables de la victoire. Oui. Le Personne ne fera cette guerre à votre place et si vous pensez que ce n'est pas une guerre, ceux d'en face le pensent. Oui. Donc je veux dire prendre un exemple tout con qui va tous vous toucher, chers amis téléspectateurs du cercle Aristote et d'Omerta. Si, pour faire plaisir à Berlin et à Bruxelles, le prix de l'électricité, comme ça va être voté par les amis de monsieur Lecornu, double, juste pour faire plaisir à Berlin, hein. Ça n'a pas d'autre utilité que ça et de nourrir, une assemblée de picassiettes, macronistes qui, achètent du courant pas cher à EDF et vous le revendent. Ouais, donc si vous voulez, on est sur du Ponzi électrifié. Donc quand votre facture aura doublé, c'est ça en moins pour vos mômes. Donc si vous ne vous sentez pas responsable de la victoire, eux se sentent individuellement responsables de votre défaite. Je veux dire, ils vous ont déjà pris en grippe. Ce qui est dur, en plus pour un peuple chrétien, parce que, comme beaucoup de peuples chrétiens, et particulièrement les Français sont beaucoup plus catholiques que ce qu'ils pensent Mmh. dans leur être au monde, vous pensez que pour faire une guerre, il faut être deux. Non, pour faire une guerre, il y a besoin qu'il y en ait un qui la veuille. Et eux la veulent. Alors ensuite, ils ont le bâton, vous avez le dos. Mais la question, c'est est-ce que vous accepterez les coups de bâton? Il y a aussi toute une partie pratico-pratique, programmatique dans Mmh. ton livre. Tu vois, c'est ce qui fait en plus une belle boucle. Donc alors, on va pas entrer dans les détails, il faut quand même que les gens aient envie d'aller dans le livre. Moi, et surtout, tu fais plan par plan, c'est-à-dire la nécessité sur les organisations internationales et sur l'UE est particulièrement bien traitée. Bon, ça, c'est vraiment de l'excellent en boulot. Et tu vas très loin. Évidemment, la base de la famille. Mmh. Bon, ça, si tu veux. Et tu vois, tu déclines sur l'école, etc. Très bien. Donc, moi, si tu veux, euh, la question que je pose, elle est sur un point précis. Tu vois, parce que on va pas nécessairement parler que des points où on est en accord, et évidemment, c'est plus de 90% du livre, mais il y a un point qui me chiffonne. Tu vois, je comprends parce que tu pars de la famille. Mmh. C'est tout à fait normal pour un intellectuel, chrétien de commencer par la famille. Ouais. Bon, tout à fait logique et c'est sain. Ensuite, tu vas vers les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires sociaux ne me dérangent pas. Le problème, c'est, comment dire, ce qui me dérange, enfin, ce qui me dérange, c'est pas que ça me dérange, c'est que je pense que ça, déjà, on est allé trop loin là-dedans. C'est que c'est l'éloge de la subsidiarité qu'il y a derrière. Mmh. Tu sais, la subsidiarité, c'est une idée, chrétienne que l'Église a professée, peu utilisée. J'ai fait une vidéo entière sur l'histoire de la notion Mmh. de subsidiarité qui est sur la chaîne pour ceux qui veulent aller la revoir, qui ensuite est passée, dans le moule, intellectuel allemand. Et le problème, c'est que comme toute idée mise dans un moule intellectuel germanique, elle peut devenir folle. C'est le cas de la plupart des idées qu'on leur a mis dans la tête. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas leur enfiler. Et non, mais même pour eux, même pour eux. Mmh. Et à la fin, c'est devenu une arme à détruire la France. Mmh. Tu vois, parce que si tu veux, fallait faire les eurorégions. On a créé des régions où le sentiment, comment dire, politique a jamais pris. Ça nous a fait retirer 1 million de fonctionnaires d'État, flics, médecins, infirmières, profs, Mmh mh. pour faire 1 million de délégués, sourire en conseils, Mmh. régionaux, heu, pour des sommes colossales, tu vois? À la rigueur, sous Defferre, c'était gérable, sous Raffarin, ça a été on ouvre les vannes. Mmh mh. 1 million, tu te rends Ouais, compte c'est énorme. et on dit, il y a trop de fonctionnaires. Non, on a liquidé les fonctionnaires d'État pour créer ces gens-là. On a même créé une sous-élite coloniale, c'est-à-dire avant tu avec des énarques, maintenant tu as des hiérarques, Mmh. instituts régionaux d'administration et le problème, moi, tu vois, alors que quand tu vois les participations électorales et cetera, ce que les Français veulent au-dessous de l'État, déjà, les Français veulent une effectivité de la décision publique. Oui. Ils veulent beaucoup plus que d'être représentés. Ils veulent
Ils veulent qu'il y ait un patron. Il n'y a pas de patron. Tu vois, quand Macron est à quatre pattes devant Merz, il n'y a pas de patron. Ou devant Fink. Ou devant lui. Et de l'autre côté, ce qu'ils veulent en termes de démocratie de proximité, étonnamment, le seul qui tient, il y a un peu les départements, il faut être honnête. La région, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, même là où on attendait. Tu vois, c'est-à-dire Bretagne, Ouais. Pays Basque, Alsace, Corse. Même là, je veux dire, quand la génération boomer ne sera plus en état de voter, on va avoir des votes à l'américaine. On va avoir des votes à 10%, 15%. Par contre, il y a une figure qui ressort, c'est le maire. Oui. Les Français aiment le maire. Résultat, c'est le mec que la décentralisation a flingué. Ouais. Avec les Comcom. Tu vois, donc si tu veux, je veux dire, comment penser des corps intermédiaires qui ne soient pas juste dans une volonté de haine et de parasitisme de l'État? Parce que ça, c'est un vrai problème français, et là, c'est pas un problème de l'État. C'est pourquoi la société française civile a un mal fou à se déféodaliser. Alors, je pense que d'abord, la raison pour laquelle il faut nourrir ces corps intermédiaires aujourd'hui, c'est que justement, l'État est arrivé à ce stade de monstre froid. On a 400 000 directives normes en France, 11 000 lois. On a en plus enfin, tout ce qui arrive de Bruxelles. Et on a un État et en face, on a l'individu. Et je pense qu'on n'a pas de contre-pouvoir. C'est ce que dit Émile Durkheim dans sa défense des corps intermédiaires. On a besoin de ces contre-pouvoirs, de ces groupements d'hommes, indépendamment de l'État, qui sont capables de protéger les intérêts du peuple d'abord. Donc ça, je pense que c'est important. Donc je pense que la réponse à ta question est en deux phases. D'abord, nourrissons ces corps intermédiaires pour nous organiser entre nous, pour avoir ces réseaux qui sont capables de faire face à la main froide de l'État, invisible quand ça vient de Bruxelles, plus visible quand ça vient de Paris, dans un système démocratique qui se délite. N'oublions pas que la République en marche gagne la majorité des sièges à l'Assemblée nationale en 2017 avec moins de 17% des électeurs inscrits. Il n'y a plus de démocratie. Il n'y a pas du tout de démocratie quand on est Je suis d'accord avec toi. et donc là-dessus, je dis juste, il nous faut ces réseaux de corps intermédiaires qui sont capables de dire: «Stop, là, c'est pas la main froide de l'État face à l'individu. Là, sur tel ou tel sujet, on est des centaines, des milliers, des millions, capables de nous organiser en réseau, capables de faire des grèves, capables comment dire? De descendre dans la rue, capables de faire aller jusqu'à la grève de l'impôt», ce que les Français ne sont pas encore capables de faire aujourd'hui, mais capables de nous organiser pour pas qu'on soit seul face à un monstre fou. Aujourd'hui, l'État français ne défend plus les intérêts des Français. Ce que toi tu dis, et j'y souscris, quand on a un État stratège, quand on a un État qui est occupé par des hauts fonctionnaires qui ont envie de défendre l'intérêt des Français, qui ne vendent pas l'électricité des Français à des nations étrangères, qui ne bradent pas le patrimoine des Français à des banquiers étrangers, ou voire même français, hein, Bien sûr. qui veulent s'assurer qu'ils vont lutter efficacement pour aider les quelques 9 millions de pauvres Français, qui vont aider la société française comment dire, à être stable, à être sereine. Oui, là, en effet, je pense que malgré ça, on aura toujours besoin de corps intermédiaires nourris et importants parce qu'il faut ces contre-pouvoirs. Aujourd'hui, les médias ne le font pas, les grandes institutions ne le font pas, et donc c'est au peuple de le refaire. Pour autant, je ne suis pas contre l'État. Je dis juste que l'État, je pense, doit assurer comment dire, ses valeurs, ses principes régaliens, et ça, il y a déjà beaucoup à faire là-dessus. Mais j'ai pas envie de vivre dans un système où à la fin, j'ai des personnes qui vont être à 400, 500, moi qui suis provincial en plus, plusieurs centaines de kilomètres de moi, qui vont décider ce qui est bien ou ce qui est pas bien de moi. Parce que quand leur politique est alignée sur la mienne, je peux dire à la rigueur, c'est pas mal. Mais si cet État tombe entre les mains de personnes qui pensent plus que moi et que je n'ai plus rien pour revenir en arrière, là, du coup, je suis victime d'une injustice. Mais si tu veux, c'est ce que tu viens de dire. Si l'État tombe, le problème, c'est que c'est ça que je reproche à cette vision-là. C'est que, tu vois, un État, l'étatisme, c'est une logique. Contrôle, contrôler et contrer. Mmh. D'accord? C'est-à-dire, l'État, c'est un organe incarné de survie collective de base. Donc, c'est des trois grandes structures de la pensée politique, la cité, l'État, l'Empire, c'est la seule qui ait porté la liberté sur la longue durée. Mmh. L'Empire, jamais. Jamais. Les empires libéraux sont de faux empires. C'est les gens qui pensent que l'empire de Napoléon III est un vrai empire. Non. C'est un État-nation qui se délite. C'est un État-nation qui s'étale. Mais entre ça et un vrai empire, il y a un monde. Tu vois, le Reich est un vrai empire, quoi qu'on en pense de lui par ailleurs.
La cité, trop petite. Mmh. Là, pour le coup, réellement trop petite, et surtout, les Grecs ratent la nation. C'est la seule chose qu'ils ont ratée dans la pensée politique. Et Philippe II de Macédoine les écrase là-dessus. Mmh. Bon. Le problème, c'est que aujourd'hui, le problème en France, c'est qu'il n'y a plus d'État. Oui. Il y a une administration à la main d'une classe supérieure qui a besoin de 20% de techno-gestionnaires au sein du peuple pour pouvoir le quadriller et le paralyser. Ces 20% de techno-gestionnaires, ils l'ont parce qu'ils sont dans une logique d'administration et pas d'institution. L'État est une institution. Et le problème, c'est que la logique administrative, la logique d'institution, t'institues des hommes. La logique d'administration, t'administres des choses. Mmh. Et le sentiment de dépossession est nécessaire face à une administration. Parce que justement, tu es traité comme un objet. Tu es un bien meuble, si tu veux. Tu es un vase. Tu vois, t'es même pas une baraque. Tu vois, t'es un vase, t'es un Cactus. t'es un cactus. Tu vois, donc, or, le souci, c'est qu'à force de viser l'État, je pense qu'on rate un problème qui nous fait du mal, parce que nous sommes des hommes de concorde. Mmh. C'est que tu as aujourd'hui une part de la classe dominante qui, pour des phénomènes de dégénérescence politique, pour une partie, Oui. et deux, pour des intérêts très bien compris, a décidé de vendre le pays et la population à la découpe. Et le problème, c'est que là, on sort d'un côté de cette pensée très française qui est si ça va mal, c'est la faute à l'état-maman Mmh. ou à l'état-papa. Et là, on se retrouve face à... Parce qu'on ne veut pas avoir la notion de classe dominante. Parce que le problème, c'est que quand on critique l'État, on critique une idée et un dispositif. Mmh. Quand tu t'attaques à la classe dominante, tu t'attaques à des mecs. Mmh. Et malheureusement, là, ça va aplanir tout de suite le débat. Parce que, malheureusement, si l'État... Et l'État est aujourd'hui... La reprise de l'État est un enjeu majeur pour la survie des Français. Mmh. La question, ça va être le frontal avec ces gens-là. Mmh. Parce que là, eux sont prêts à la violence. Ils l'ont prouvé. La question, et ça, je sais que là, je te titille sur un point où Oui, je sais bien. Tu vois, parce que je sais que c'est, tu vois, si tu veux, c'est vraiment, t'as fait un super livre, Nicolas. Et ça mérite d'être lu, ça mérite d'être soutenu. Là, je te dis juste sur un des points qui, particulièrement chez les intellectuels chrétiens, je trouve, ce qui est normal. On veut tous la concorde. Mmh. Le problème, c'est comment on veut la concorde face à des gens qui nous veulent du mal. Mmh. Et qui nous veulent objectivement du mal. Pour le compte d'intérêts étrangers, mais les intérêts étrangers, je leur en veux moins. Ouais. Bon, tu as des intérêts étrangers dont l'intérêt est notre destruction. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, le revanchisme berlinois, il est même plus pour la puissance de l'Allemagne. Tu as vu l'état dans lequel est l'Allemagne? C'est juste pour nous bouffer. Mmh. Mais bon, tu me diras, depuis Fichte, est-ce qu'ils ont voulu autre chose? Mais j'en veux par exemple moins aux Américains, parce que les Américains, bon, comme disait De Gaulle, il faut les regarder dans les yeux et s'y habituer. Mmh. Tout le monde les regarde par les pompes. Enfin, t'as vu, tu vois, Rubio leur passe de la vaseline et même pas de la pommade, ils sont trop contents. Mmh. Donc, d'un côté, je peux même pas lui en vouloir. Non, non, on peut Par s'en contre, si tu veux, c'est le nombre de traîtres qu'on a chez nous, qui est quand même oui, industriel. qui est le premier des problèmes. Tu C'est pas vois. le Et la l'État question, étranger, c'est ouais. comment c'est... Pour toi, est-ce que tu le vois, ce frontal-là? Parce que, tu vois, critiquer l'étatisme, je comprends. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand on va tomber face à des mecs? Bien C'est sûr. ça le Alors, souci. je pense que tout compte fait, je pense qu'on n'est pas si loin que ça. Moi, quand je critique l'étatisme, je pense déjà au temps long. Demain, comment est-ce qu'on fait pour recréer aussi une société harmonieuse et créer cette concorde? Il nous faudra, de toute manière, un nouveau système où on a Mmh. des contre-pouvoirs. Pour moi, on est arrivé dans un système, la raison pour laquelle aujourd'hui le peuple français ne peut pas résister et se fait vraiment dominer, déposséder, c'est parce qu'il n'y a pas de véritable contre-pouvoir, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue médiatique. Et donc, il faut constituer ces contre-pouvoirs. Et je suis aussi pour une société de la liberté. Moi, je suis pour le Mmh. référendum d'initiative citoyen, où je dis très clairement, si un village veut décider de mettre son éclairage jusqu'à 1 h du matin, jusqu'à 10 h du matin, enfin, ça, c'est un truc qu'il peut faire déjà aujourd'hui, mais s'il veut décider des choses qui sont de l'ordre du village, eh bien, qu'il le fasse et que les citoyens prennent au niveau du village, de la région, de la nation, la possibilité
possibilité d'initier les lois, pas d'attendre que les parlementaires leur donnent la possibilité, mais qu'ils initient les lois. Parce que si on est dans un système démocratique, eh ben, ce pouvoir, il est au peuple. Et pour moi, c'est fondamental et on doit se créer ces garde-fous qui sont les corps intermédiaires et le RIC, entre autres. Pour autant, je ne suis pas anti-étatiste. Je veux un État fort, je veux un État stratège, je ne veux pas un État qui dicte. C'est ça, c'est vraiment important. Pour moi, c'est les responsables, les représentants de l'État rendent des comptes ministres. L'étymologie, c'est servir, c'est pas ouais. se servir. Donc, je veux des responsables politiques qui rendent des comptes aux citoyens. Et je propose même dans le livre que le citoyen puisse révoquer des ministres ou des élus. Un élu présente un programme de campagne, on regarde tous les 6 mois, 1 an, etc. Vous avez promis ça, où est-ce que vous en êtes? Ah, vous êtes très loin de vos promesses, vous dégagez. Soit c'est automatique, soit on demande aux personnes de voter ce qu'on maintient un politique, même un magistrat, vous savez, et c'est pas c'est pas inepte aux États-Unis. On peut critiquer beaucoup de choses aux États-Unis, mais vous pouvez Mais, maintenir un shérif, un magistrat. mais si tu veux, soit, ça je suis entièrement d'accord Ouais, avec toi. C'est-à-dire, soit la justice devient un pouvoir et donc elle est élue, hmm, soit elle est une autorité au sens de Montesquieu, donc elle est déléguée du pouvoir exécutif oui, élu, et donc les magistrats ont l'obligeance de la fermer et d'obéir. oui, Parce que là, ils font la politique pénale, c'est que maintenant les parquetiers ex- n'ont plus à tenir compte des ordres du ministre. exactement. Les parquetiers, Oui. les procs, tu vois. On est dans le système de ce que dit Michel, le système des spécialistes, des techniciens. Permanos nous avait mis en garde là-dessus, où ils prennent des décisions où ils défendent leurs opinions. Et c'est en ça où je dis, je vais faire attention à cet État léviathan qui englobe de tout. Et ça, je suis contre ça. Mais non, il nous faudra un État. Il faut une organisation, il faut une administration. La gestion de la France qui s'étend sur le monde entier, c'est pas juste l'Europe, la France. C'est aussi c'est des îles, Bien sûr. et tout ça nécessite un État stratège, un État puissant dans le concert des nations. Il nous faut un État composé de Français, donc l'institution des Français qui défendent les intérêts des Français. Et ça, c'est important. Et là, on est rentré dans ce que Michel appelait la loi de l'airain, de l'oligarchie, où, au bout d'un moment, le pouvoir se concentre entre les mains de quelques-uns Mm. et il n'y a plus personne qui peut rien faire, ni contre la puissance financière, ni contre la puissance politique. On est démunis. Donc, du coup, on doit s'organiser et faire en sorte que demain, parce qu'il faut se projeter, c'est pas juste faire tomber ceux qui sont en train qui sont responsables de la situation dans laquelle aujourd'hui, c'est se projeter, se dire, dans la société de demain, qu'est-ce qu'on fait? Et on commence à planter les banderilles aujourd'hui. Voici le type de société qu'on a envie de construire. Est-ce que les Français, vous êtes d'accord que vous n'êtes jamais, que vos opinions sont quasiment jamais représentées au Parlement, que vos idées sont quasiment jamais débattues sur les plateaux de télévision? Non, on s'organise et dans la société de demain où on défend, je pense que la liberté, français, le mot, c'est libre, liberté. Je suis Aujourd'hui, entièrement d'accord avec toi. on le remet à l'ordre du jour dans le cadre d'administration d'un État qui s'assure que cette liberté soit protégée. C'est ça pour moi le rôle de l'État et c'est pas juste un État libéral où il s'occupe de l'armée, des impôts, des autoroutes. Non, on a un État stratège qui protège les intérêts des Français. Pour moi, ça, c'est fondamental, mais il va falloir quand même qu'on détricote cette espèce d'État qui phagocyte tout, qui nous impose des règles, qui nous donne des Ah bah, directives et qui... si tu veux, il va falloir surtout liquider la part de. C'est simple, hein, les décisions se prenant ailleurs, l'administration française se comporte, et l'oligarchie française, elle est dans la situation du prince esclave, hein, pour parler comme le grand philosophe chrétien Gaston Fessard, bah, évidemment, elle devient une élite coloniale. C'est ça. Bon, C'est exactement elle ça. devient une élite coloniale. Bon, C'est ça. D'ailleurs, l'avantage avec Macron, c'est que comme c'est son côté cobra cracheur, c'est que lui, au moins, si on l'avait pas compris, tu vois, au troisième molar, on a quand même commencé à le comprendre. Ça, c'est Et, clair. et ça m'amène à ma dernière question, parce que ça, c'est un point, je veux pas qu'on pense que tu ne le traites pas, parce que tu le traites, et tu le traites bien, je trouve. Parce qu'on te dira, oui, mais il est bien gentil, mais le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, alors, je vais prendre la caricature de droite. Mmh. En France, aujourd'hui, il y a 2 peuples. Alors, je sais qu'il ne faut pas entrer dans les délires des délirants, mais on va faire comme si toutes les immigrations étaient soudées contre les Français. Genre, Mmh. c'est juste te dire, vous les connaissez pas, C'est parce clair. que de penser que les populations asiatiques du XIIIe vont voir en applaudissant les blagues de Bondy avec les Maghrébins de Marseille alors vous omettez en plus les Roms, etc., parce que il y a des immigrations néfastes, mais comme elles sont européennes, vous les critiquez pas. Mais admettons que Renaud Camus a raison,
C'est-à-dire qu'il y a une grande, comment dire, jonction afro-musulmano, machin, etc., de plusieurs millions de gens en face de nous. Bon, admettons. Allez, bon, on va entrer dans le truc. Le problème, c'est que, tu vois, en plus, toi, tu as un œil plus intelligent là-dessus parce que toi, tu as vu la Yougoslavie. Mmh. Donc tu sais aussi jusqu'où peuvent mener certains raisonnements. Mmh. Là où, quand on a entendu siffler avec des balles de tennis, tu vois, bon. Donc, si tu veux, cette problématique, elle est, admettons, des 2 peuples ou des multiples peuples, Mmh. toi, tu la gères comment? Alors plusieurs choses. D'abord, une des raisons pour laquelle l'intégration n'a pas marché et que Christophe Guilluy en parle, hein, il dit, l'élite aujourd'hui, cette fameuse élite là qu'on dénonce, qui est une caste dominante, a tout fait pour savonner la planche de la culture des Français, ce qui liait les Français. Elle a tout fait pour la détruire, C'est pour la dissoudre. pour que les Français se coagulent pas contre eux. Et voilà. Comme ça, les Français se coagulent pas contre eux et les immigrés qui rentrent, eh bien, se coagulent pas avec les Français parce que du coup, il y a rien dans lequel se coaguler. Un immigré qui rentre en France aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, se demande dans quoi est-ce que je me coagule? Pourquoi est-ce que certaines générations mettent de jeunes musulmans mettent des hijabs alors que leurs parents le portaient pas? Parce qu'ils se constituent une identité, parce qu'il y en a pas et l'homme a besoin d'identité. On revient Mmh, bien sûr, à Simone totalement, Veil totalement. et donc du coup, il y a une façon intelligente d'intégrer des personnes, des Français de parcours différents, d'horizons différents, mais on ne peut pas les intégrer s'il n'y a pas quelque chose dans lesquels les intégrer. Et à partir du moment où les Français abandonnent leur culture, ne connaissent plus leur histoire, leur théâtre, leurs fables, et connaissent Bob l'éponge mieux qu'ils vont connaître les contes de Perrault, les fables de La Fontaine, eh bien, on ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est pour ça que c'est important, d'abord, aux Français de redevenir Français. Au lieu de dire aux autres, devenez Français, vous n'êtes pas Français, vous importez vos cultures, défendez une culture dans laquelle on peut intégrer les autres, qui donne envie aux autres de s'intégrer. Et comme tu le disais il y a quelques instants, je connais beaucoup d'immigrés d'origine, on va parler parce que c'est la population la plus ciblée, mais d'origine africaine, qui s'intègrent parfaitement, qui aiment la culture et qui, quand je dis africaine, c'est maghrébin, qui s'intègrent, qui aiment la culture plus que certains Français. Donc il ne faut pas oublier ça. Alors de là à dire que c'est une majorité, non, mais de ne pas comprendre que l'erreur de l'immigration provient d'une classe dominante qui avait besoin de diviser les Français, qui avait Mmh, besoin c'est de main-d'œuvre pas chère et qui a tout fait pour que les Français ne puissent plus être un peuple avec une culture unie, c'est ne pas comprendre le sujet. Donc aux Français d'abord de se réapproprier la culture, mais je dis quand même aussi aux immigrés qui sont en France, aux étrangers, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous vous n'avez pas cette envie de vivre ensemble, comme dit Ronan, si pour vous, vous crachez sur la culture de la France, si vous n'aimez pas l'histoire de la France, ne restez pas en France. Ne restez pas, parce que sinon, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez un projet alternatif pour la France qui est contraire aux intérêts des Français. Parce que du coup, on ne peut ce pas. qui fait de vous des colons, Et voilà, effectivement. mais clair, mais c'est clair. Et j'ai dit, et c'est pas grave parce qu'il y a plein de pays au monde. Moi, j'ai choisi d'habiter en France. J'aurais pu habiter dans plein d'autres pays. J'ai choisi d'habiter en France parce que j'aime cette culture française, parce que j'aime la France, j'ai des origines françaises et j'ai envie de construire avec les Français. Ceux qui n'ont pas cet amour de la France, de tout ce qu'elle a, de son passé, de cette culture surtout, ceux qui ne veulent pas la faire vivre et ceux qui ont un contre-projet, je le dis très clairement, ne restez pas, ça va mal se terminer. Je donne des exemples du Texas, je donne des exemples multiples de Bosnie-Herzégovine, de l'ex-Yougoslavie, des exemples dans le monde, des îles Fidji, où au bout d'un moment, si vous avez plusieurs populations qui ont des projets différents sur un même territoire, ça se termine mal. Même Gérard Collomb était capable de le comprendre. Donc, ou alors, vous avez envie de faire partie du projet, vous faites les efforts pour vous intégrer, pour vous approprier la culture et pour avoir envie de vivre ensemble de manière sans cesse critiquer la culture française, cracher sur la langue française, dire que votre culture est meilleure, ça ne peut pas marcher. Et il y en a plein des immigrés qui veulent ça. Je peux vous dire, j'en connais plusieurs, et tout en étant même de religions différentes et tout, qui apprécient la culture française, qui ne veulent pas nous imposer. Eux, ils veulent être tranquilles, ils aiment la France. Et cela, évidemment, il faut qu'ils restent. Mais je dis cela qu'il faut qu'ils restent, et je dis aux Français aussi, faites l'effort de défendre votre propre culture. Quand je rencontre dans des pièces de théâtre des étrangers et qui viennent en France, qui connaissent le théâtre français mieux que beaucoup de Français, ça me fait de la peine pour le reste des Français. Donc, c'est un travail à faire ensemble. Et je dis donc très clairement, ceux qui n'aiment pas le projet pour la France et qui n'assimilent pas ou qui ne respectent pas la culture française, s'il vous plaît, partez. Partez parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans une guerre civile. J'ai connu ça en ex-Yougoslavie, je l'ai vu de mes yeux sur le terrain dans le Donbass, en ex-Ukraine, donc du coup, en face de ce qui reste de l'Ukraine dans le sud-est, eh bien, je dis, c'est terrible, on ne veut pas rentrer là-dedans. Et je peux vous garantir que ceux qui sont en haut, cette caste dominante, ils sont tellement aux abois, tellement paniqués que certains pensent qu'ils pourraient s'en sortir par une guerre civile en se disant, pendant qu'ils sont en train de se battre entre eux, ils ne sont pas en train de s'occuper de nous. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège. En revanche, il faut avoir un discours clair, franc, net. Ici, il y a en France une majorité de Français aujourd'hui, et il faut pousser nos compatriotes
à se réapproprier cette culture, à vivre ensemble, à participer à des fêtes de quartier, à participer à des décisions, communales quand on peut, à, aller dans des pièces de théâtre. Donc je ne parle pas de quelque chose qui se passe uniquement à travers les écrans, je parle de Bien quelque sûr. chose en chair et en os. On participe à une fête de village, et on doit participer à ces choses-là et on refait vivre, on revigore ce peuple français et on intègre tous ceux qui ont envie de participer à cette culture, de la défendre et de vivre ensemble et pas des personnes qui sont là pour défendre les intérêts de leur communauté, de leurs origines. Ça ne peut pas marcher. Si on ne fait pas ça, ben, on va vers une guerre civile et ça, c'est catastrophique pour tout le monde, quoi. Donc Mmh. ça, il faut avoir un discours franc là-dessus qui n'est certainement pas un discours manichéen. Vous savez, la vision, noir et blanc, elle marche pour rien. Donc du coup, il faut toujours avoir un peu de phronésis, hein, un petit Mmh. peu de recul et un peu avoir gardé la tête froide pour avoir ce discours de vérité et dire aux personnes: «Qu'est-ce que vous voulez?» Et donc voilà. Et dans quel camp est-ce que tu te situes? Ça fera une excellente conclusion, cher Nicolas. Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront. Le livre antidéprime de 2026 et je te remercie vraiment de l'avoir écrit. Chers amis du Cercle Aristote, chers amis d'Omerta, n'oubliez pas de faire passer, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de soutenir. Vous avez tout en description de cette vidéo pour nous soutenir et n'oubliez pas, hein, la liberté s'use, surtout quand on n'en fait rien. À très vite sur le Cercle Aristote. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.